dense. Vous ne trouvez pas ça injuste, excessif, Bien sûr, déplacé? mais une fois que j'ai dit ça, que c'était injuste, dans la démocratie, voyez-vous, c'est la richesse et la force de la démocratie. Il faut que chacun accepte sa part de critique. Je voyage, je vois Barack Obama, je vois aux États-Unis, il a beaucoup de critiques, je vois Madame Merkel, je vois tous les dirigeants. Il faut accepter cela et l'accepter avec sang-froid. Quand on dit que la campagne, que le débat de la campagne est tiré vers le bas, vous pensez que c'est un jugement qui n'est pas fondé? Et c'est ce qu'on dit à chaque fois. Je pense que pour que la campagne soit utile, les Français doivent avoir la possibilité de choisir entre des projets, entre des idées, entre des tempéraments, entre des personnes, et qu'il est normal que ces personnes débattent. Il y a une tradition anglo-saxonne où il n'y a pas de débat. Le même journaliste interroge les différents candidats côte à côte qui ne se répondent jamais. Il y a une tradition française. Je trouve vraiment que ça n'a pas franchi les bornes. Et je pense qu'il faut regarder ça avec sang-froid, avec calme et peut-être un peu de recul. Alors, cela fait une semaine tout juste que vous êtes officiellement candidat. Vous avez un slogan, la France forte. On vous a entendu parler de vos valeurs, on vous a entendu, je le disais, parler de vos rivaux. On a peu entendu vos propositions, à quelques mesures près, bien sûr. On en reparlera peut-être d'ailleurs. D'abord, si vous me permettez de dire, ce n'est pas un slogan, c'est une conviction. La France forte. Non, j'ai voulu dire aux Français qu'il n'y avait pas de différence entre le destin collectif de leur pays, de notre pays, la France, et le leur. Que pour être protégé, il fallait que la France soit forte. Qu'il ne pouvait pas y avoir d'épanouissement individuel dans un pays qui n'était pas fort. Et par ailleurs, je n'ai cessé de faire des propositions qui ont fait débat. On parlera des référendums. Le référendum est une grande proposition. Redonner la parole au peuple. En cas de blocage, faire trancher par le peuple, c'est une proposition. J'ai demandé par ailleurs que toute personne au chômage qui n'a pas de chance de pouvoir trouver raisonnable un emploi soit tenue de prendre une formation qualifiante, et qu'à l'issue de cette formation, elle soit tenue de prendre un emploi qu'on lui propose. C'est une proposition considérable. Puisque vous parlez de référendum, est-ce qu'il n'y a pas un problème de cohérence? Regardez ce que vous en disiez vous-même en mars 2007. C'était dans une interview à l'hebdomadaire L'Express. On va relire ces propos. Croyez-vous que si je suis élu, je vais aussitôt dire aux Français, excusez-moi, j'ai besoin de vous demander votre avis sur un autre sujet? Autrement dit, vous sembliez indiquer que la présidentielle en elle-même doit trancher les grands sujets de réforme et qu'il n'y a pas lieu ensuite de consulter les Français. Vous avez changé d'avis? Non, si vous voulez être tout à fait honnête et précis, durant mon premier quinquennat, j'ai sollicité l'avis des Français 2 fois par référendum. Pour la collectivité unique en Martinique, pour la collectivité unique en Guyane. Ce n'étaient pas des référendums nationaux. Vous pensez qu'ils sont moins français que les autres? Pas du tout, mais ce n'étaient pas des référendums qui concernaient l'ensemble du territoire. C'est un référendum. Ministre de l'Intérieur, j'avais sollicité l'avis des Corses sur la collectivité unique. Et la proposition dont vous faites état se rapportait au référendum de 2005 sur l'Europe, où les Français avaient dit non. J'avais dit que je trouverais les solutions pour débloquer la situation, mais que je ne ferais pas un référendum. Il se trouve qu'à l'époque, Madame Royal voulait en faire un. Là, vous étiez interrogé sur le référendum d'une manière générale. Mais quand il y a blocage, j'ai toujours pensé qu'on faisait trancher le blocage en redonnant la parole au peuple de France. Qu'est-ce qu'il y a de non républicain à cela? Rien, mais vous sembliez penser l'inverse il y a 5 ans. Ce n'est pas vrai. J'ai toujours milité dans la famille gaulliste et dans la tradition de la famille gaulliste. Le référendum a toujours eu une importance. Vous n'avez pas changé d'avis? Enfin, je peux changer d'avis sur beaucoup de sujets parce que la vie évolue, parce que ce n'est pas un drame de changer d'avis. En tout cas, sur le référendum, non. Alors après, ça dépend de la question. Je n'ai pas dit qu'il fallait gouverner en choisissant systématiquement la voie référendaire. Je dis par exemple que sur la question centrale de l'immigration, centrale, si on veut que les républicains puissent en débattre de façon raisonnable, responsable, mesurée, notamment sur l'affaire des 2 juges qui traitent la même question, eh bien, il est normal de rendre la parole au peuple français s'il y a blocage. On ne risque pas d'opposer les uns aux autres sur des sujets aussi sensibles? Trancher un débat, donner la parole au peuple, ce n'est pas opposer. C'est au contraire prendre une décision. Prendre une décision sur un sujet sensible, c'est la seule façon de conduire un pays. Pourquoi? Vous pensez qu'il faut prendre des décisions que sur les sujets qui n'intéressent pas les Français et qu'eux-mêmes ne sont pas assez intelligents pour donner leur opinion sur la formation des chômeurs, sur notre système d'indemnisation du chômage
ou sur la politique d'immigration qu'ils souhaitent voir? Alors, on a parlé d'indemnisation du Si ce chômage. n'est pas les Français à qui on demande leur avis, à qui doit-on le demander? Aux partenaires sociaux peut-être, mais c'est vrai que ça figure en préalable du référendum. Est-ce qu'il y a dans votre projet d'autres propositions concrètes sur ce thème de l'emploi, du travail, ou bien finalement est-ce que votre projet c'est la continuation de ce que vous avez fait pendant 5 ans? Non, forcément, si les Français me font confiance, si je devais conduire un deuxième quinquennat, forcément il est différent du premier. D'abord parce qu'on apprend soi-même, et deuxièmement parce que le contexte n'a rien à voir. Ça fait tout part d'une conviction qui est la mienne, c'est que le monde, l'Europe et la France connaissent depuis 3 ans des crises sans précédent, que nous avons tous les atouts pour surmonter ces crises. Mais pour cela, il faut un pays fort, et la réponse à la crise, c'est valoriser le travail. Comment? Alors, nous avons pris une décision avec François Fillon, qui est au vote du Parlement ce mois-ci, qui est d'alléger puissamment les charges payées par les entreprises pour améliorer la compétitivité de nos entreprises et arrêter les délocalisations qui font se vider la France de son sang industriel. Ça, c'est la TVA sociale, même si vous n'aimez pas ce terme. Non, c'est la TVA anti-délocalisation. C'est ce qui permet... Il faut que les Français comprennent que si ce qu'on fabrique en France est plus cher que la même chose fabriquée ailleurs, les emplois se délocaliseront. Il faut donc absolument qu'on gagne de la souplesse et qu'on puisse alléger les charges qui pèsent sur le travail, ce qui permettra de garantir les salaires. C'est ce que nous avons décidé. Et quand il y a eu ce débat, puisque c'est une décision qui a été votée à l'Assemblée nationale il y a 2 jours, beaucoup de Français m'ont dit, mais en fond, vous allégez les cotisations, les charges payées par les entreprises sur le travail, mais vous n'allégez pas les cotisations, les charges payées sur les salaires, payées par les salariés sur leurs salaires. C'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle je fais ce soir la proposition aux Français, au fond, de réformer complètement la prime pour l'emploi. La prime pour l'emploi a été inventée il y a une dizaine d'années. Elle devait permettre, en tout cas aux origines, à quelqu'un qui reprenait un emploi de ne pas perdre la totalité de ses allocations pour que reprendre un emploi soit toujours plus payant, entre guillemets, que d'être dans l'assistanat. Or, cette prime ne marche pas. Elle consiste à distribuer en moyenne 450 € par an